suis allé voir le médecin, un médecin qui était avec moi très accueillant, surtout sa femme était très accueillante à Montluçon. Je lui explique, je lui exprime, mais ça passe un peu au-dessus de lui. Lui, il est sûr que je dois arrêter de prendre ce que je prends comme médicament. Il me dit, ça ne vous arrange pas, ça. Il avait accepté quand même de m'aider, tout en sachant que je prenais ces médicaments-là, médicaments extrêmement violents. Il y avait du Nambutal, du Laroxyl, du Ménéril. Il y en avait encore un autre, très dur, qui... Et je bouffais tout ça. Je bouffais tout ça, puis j'avais trouvé un petit équilibre. Enfin, bon, c'était peut-être la condition pour pouvoir vivre au Cousin à ce moment-là. Et lui m'avait dit, je pourrais pas, moi, intervenir à ce niveau-là. Et je ne pourrais pas vous amener à arrêter. Il n'y a que vous pour arrêter. Et vous arrêtant, ça veut dire vous prenant en main, vous sentez-vous capable de vous prendre en main. Et je voulais ça. Je finis les lettres à mon double. Je finis les lettres à mon double, ayant maintenu, si on peut parler comme ça, c'est faux ce que je suis en train de dire. J'allais dire ayant maintenu le double dans ses limites, tu parles. Ayant maintenu en moi une résistance. Oui, j'arrivais encore à tenir. Lui qui s'entendait si bien, mais si bien avec une partie de ma mémoire pour la briser et pour me briser. Je voulais, j'étais peut-être à la moitié des dessins et des lettres que je faisais, j'écrivais des vraies lettres à mon double. Je voulais définitivement terminer les lettres. Seulement définitivement, c'était quoi? J'avais fini par faire venir le double. Il se trouvait être à la fois moi, que j'en reconnaissais pas, mais dont je savais très bien, dont je remarquais très très bien qu'il me connaissait à la perfection, donc il était bien mon double, et qu'il allait me chercher, me pointer, me brûler à un endroit précis que je ne pouvais pas tolérer. Ouais. Il est allé jusqu'à faire venir l'oncle, c'est-à-dire l'oncle devenait mon double à ce moment-là. Je peux dire aujourd'hui, épouvantable ça, épouvantable. Parce qu'on garde la conscience, on est témoin de, on voit donc qu'on a perdu. Dire qu'on est sur le point de lui proposer « prends-moi et c'est fini », banal. Banal, mais il n'en veut pas. On fait en sorte en soi qu'il n'en veuille pas. Enfin, c'est arrivé. J'ai terminé les lettres. Il fallait que je commence aussitôt autre chose, aussitôt, que je ne laisse pas s'installer une tranche de calme, de silence, d'arrêt. Et là, je commençais le legs au miroir. Et le legs au miroir, c'était une sorte de... Enfin, c'était un signe de dévotion et de remerciement à un miroir retrouvé. Le miroir retrouvé, c'est vrai, oui. J'avais repensé intensément à la glace de l'armoire à glace de mes parents dans la cave. Je n'avais pas pensé encore à la glace dans l'armoire à glace, devant laquelle je me mettais, devant laquelle j'avais vu ma mère se mettre, s'habiller. Elle ne voyait pas que moi j'étais là, ou elle ne croyait pas que j'étais en train de la regarder par le rideau. Elle croyait que je dormais, elle croyait... Je sais pas. Et peut-être qu'elle faisait celle qui ne croyait pas, puis elle s'en foutait. Et je la voyais tourner un peu du cul, comme ça, mettre ses souliers à talons, ses bas. Elle avait un corset, ça s'attachait en haut, sa culotte, bien sûr. Sa combinaison, il y avait des parures à l'époque. Combinaison, chemise, soutien-gorge. Ouais. Je suis même pas sûr qu'il y avait un soutien-gorge. C'était dans la combinaison qu'il y avait 2 petits bonnets pour recevoir les seins. Ma mère n'avait pas de ça. Ma mère était trop maigre. Elle était maigre, elle était malade. Elle disait d'ailleurs, j'ai pas de poitrine parce que je suis poitrinaire. C'était bien ça. Ça la faisait rire aussi. Mais dans le miroir, quand elle n'était pas là, puisque je l'avais vue faire des mimiques, se tourner, toc toc, pousser le cul ici, relever la hanche là, elle s'asseyait sur un tabouret, puis elle croisait les jambes, elle se regardait. Elle regardait en dessous, j'en suis sûr. Elle regardait comment quelqu'un aurait fait s'il était à la place d'elle dans la glace. Il aurait regardé
Ouais, le sexe. J'avais compris très tôt. À 10 ans, je savais ça. Quand elle partait, moi je tirais le tabouret. Je me mettais presque à poil, en slip. Je croisais mes jambes, puis je regardais aussi. Puis après, bah, je faisais mieux. Je retirais le slip complètement, puis je regardais mon petit zouzou qui pendait. Puis je me regardais, moi, je mettais la tête sur le côté. Puis je faisais un petit sourire. Puis je me levais, je m'approchais devant la glace. Pouf, salaud! Ma mère, elle ne le faisait pas, ça. Elle s'est jamais traitée de salope dans la glace. Mais là, je venais de retrouver. C'est pas vrai, je me racontais une histoire, mais je venais de retrouver dans le Lego miroir la même chose, un nombre de dessins, le tout, non. J'avais tracé un rond sur mes 30 et quelques feuilles. J'avais tracé un cercle, et c'était dans le cercle que devait s'inscrire le dessin. Alors il pouvait déborder un peu, mais c'était toujours à partir du cercle. Passionnant. C'était vraiment un miroir retrouvé. Passionnant, mais j'avais bon voir mon toubib à Montluçon, ça décrochait pas. Ça pouvait pas décrocher. Et lui m'a dit, faites carrément l'arrêt. Carrément. Un matin, vous décidez, je prends plus. Comme quelqu'un qui dit, je fume plus. Essayez, tenez-moi au courant, téléphonez-moi. À tout moment, vous pouvez me téléphoner. Puis il m'avait donné des petits trucs, c'était du placebo. Des petites granules. Vous prendrez ça, ça et ça. Je suis sûr que c'était rien, c'était du sucre. J'étais sûr, mais j'en étais pas entièrement certain. Quand je suis arrivé au 33e livre, ça s'appelait L'eau de l'œil. Il est maintenant ici. Ici, pas chez moi. Ici, dans le Berry. Je le regrette d'ailleurs. Il est au musée d'Issoudun. Ça me fait assez chier. Ils ont acheté ça. Il ne devait pas aller là, il devait rester chez moi. C'est pas pour eux. Mais ce 33e livre, ouais, bah ça m'avait amené à un constat. J'arrête de prendre mes médicaments. J'arrête, hein. Parole. J'arrête. Je vais faire face à ça. Ouais, d'accord. C'est le 33e livre, fini. On boucle, on revient à autre chose. D'accord. D'une certaine façon, j'avais épuisé mon activité de bibliothécaire, mais de bibliothécaire en moi. Les 33 livres à l'intérieur de la maison, c'était quelque chose, hein. Ça prenait tout un buffet. On avait acheté un buffet, rien 50 000 balles. J'avais acheté un buffet, puis je mettais tout dedans. Alors, il ne tenait pas toujours en hauteur, bon, mais tout était là. Quand on ouvrait le haut et le bas, eh ben écoute, hein, c'était la bibliothèque d'Alexandrie. Non, mais je riais, mais ça me plaisait. Ça m'aidait sans doute. Comme je ne pouvais plus trouver de place dans les rayons, je sentais bien trop proche le déséquilibre, non pas dans lequel ça m'avait entraîné, mais le déséquilibre dans lequel je m'étais maintenu. C'est à ce moment-là que, d'une part, j'ai rencontré un homme qui était à Limoges, qui avait entendu parler de moi à travers une amie qui lui avait donné mon adresse. Il était venu un peu bizarrement, enfin, il n'était pas spécialement venu pour voir du dessin. Il était venu parce que j'avais des problèmes, justement ça. Puis voilà, il est venu à la maison, je n'ai pas réussi à lui parler, puis il m'a dit, mais si vous avez besoin, moi je pourrais, si vraiment vous avez un problème, si vous ne pouvez pas vous passer des services d'un confrère, c'était pas lui qui allait m'aider. Si vous ne pouvez pas, mais dites-vous que mes confrères, je n'ai pas confiance en eux. Alors, on avance très vite quand c'est ça. J'ai pensé, j'ai ressenti, dans le fond c'est bien. J'ai qu'à continuer comme je fais. J'ai arrêté, je vais voir comment ça donne. Et je lui ai montré quelques dessins. Et aux alentours de ça, 1980, 82, je sais pas, j'ai mis en route, alors j'avais tourné le dos au livre, j'ai mis, je sais pas comment on appelle ça, j'ai mis en marche, non, j'ai mis en chantier, oh, pas non plus. Je n'ai plus coupé les papiers,
j'ai sorti les papiers dans le format qu'ils avaient, j'ai travaillé dessus comme ça. Et c'est devenu à la fois ce que j'avais appelé la passion, les autoportraits et les épreuves. Alors la passion, pas besoin de faire un dessin. Les autoportraits, bon, si on peut dire c'est mon portrait vu de l'intérieur. Voilà. C'est beaucoup plus lourd que ça. Mais... Et puis les épreuves, ce sont vraiment les épreuves par lesquelles il faut passer pour atteindre, je ne sais pas quoi, mais pour atteindre. C'est des longues feuilles. J'avais besoin, ça je m'en suis rendu compte au fur et à mesure que je travaillais dedans, j'avais besoin que les formes, et pas dire les corps, parce qu'ils sont tous emballés par les corps. Et l'artiste, le corps, c'est la banalité, ça. Mais j'avais besoin que les formes soient étirées, qu'elles soient proches d'une sorte de... qu'elles arrivent à se scinder à un moment donné, qu'elles soient étirées au point que... comme du chewing-gum. Et puis je voulais une teinte nouvelle, si on peut dire une teinte nouvelle, c'était le blanc de ce papier qui était légèrement crémeux. Pas vraiment crémeux, mais déjà plus blanc, blanc cassé, qui donne, par l'ombre que je pouvais tracer, mais ça je l'avais découvert aussi dans les livres, parce que c'était ce papier-là que j'utilisais pour les livres. Mais je ne pouvais pas faire de grands ombrages, tandis que là, dans des papiers de 1 mètre, 1,50 m de haut, on peut faire une ombre, je dirais, d'une pureté, d'une profondeur, on peut s'y perdre. Et l'ombre devenant, en quelque sorte, le tracé du contour de la forme, et donnant dans le centre une présence claire, non dessinée, comme par comment je veux dire, comme par le phénomène banal d'un contraire. C'est-à-dire que la forme est creuse au milieu elle est vide. Là où il devait y avoir la forme, elle est vide. Et c'est tout son tour qui devient plein. Je ne vais pas m'amuser à dire que c'était une réalité renversée, mais il y avait de ça. En tous les cas, inversé. Mais pas consciemment. C'était venu, ça. Et le crayon, il ne touche plus l'intérieur de ça. Il n'affirme que dans une zone où il fait jaillir, dans le fond, ce qui est invisible. Ah, c'est difficile de parler de ça. Hein. C'est là, en tous les cas, parce que dans ce fond où jaillit le crayon, le dessin, et où jaillit, donc, à partir de l'invisible quand même, que c'est l'apparition des premiers petits carrés. Oui, mais tout petits carrés, là, qui sont venus, qui ont compris tout le territoire. Les petits carrés. J'y trouvais, en les traçant, les premiers, mais encore aujourd'hui, en 94. Parce que ça va à l'infini, les carrés. Ça sert à rien de dire le carré plein, le carré vide, le petit, le grand, le carré qui s'enchevêtre dans l'autre, le carré cerné, le carré non cerné, le carré ombré. La douceur de la simplicité, la douceur de leur pauvreté, et donc de leur simplicité, qui s'étale comme s'étalerait l'eau du corps, ou l'eau d'une douleur, qui pénètre, qui recouvre, qui s'abandonne. Le petit carré, c'est l'innocence. Hein. Certains dessins de la Passion, je les ai menés à leur terme uniquement par la présence de l'estompe du doigt que j'avais mis autour. Ouais. Avec mon doigt, je frottais, puis hop, ça me... Hop, tu parles. Et ça faisait venir. L'estompe faisait venir. C'était un halo dans lequel elle volait autour et elle tombait dedans. La présence de l'estompe avec le doigt, ça modelait l'avenir des formes qui allaient peut-être se présenter. Je peux me demander si je suis un dessinateur. Bon, je peux encore aller un peu plus loin. Là, j'aurais du culot, mais non, je vois pas. Lui aussi, il l'était. Est-ce que je peux me dire, est-ce que c'est comme Van Gogh? Lui, quand il disait, c'était une lettre, je crois, à son frère, à Théo. Donc Vincent disait, j'ai traversé le mur de fer, en y limant mon trou de passage. Ouais. L'un de mes derniers livres de dessin, ça avait été, le tout dernier, j'ai dit, c'est L'eau de l'œil.
Mais l'un des derniers, c'était voie de passage. En poursuivant le travail dedans, je m'étais senti la nuit suivante, une des nuits suivantes, contraint de me lever, d'aller à ma table, et ben, dans l'absence de clarté, 2 heures du matin peut-être, il y avait une lune qui envoyait un tout petit reflet. J'avais vu ma feuille elle était claire alors, j'avais vu ma feuille sur la grande table, et de mes doigts j'avais touché le papier. J'avais cru que si je ne retirais pas ma main, je pourrais passer de l'autre côté, derrière la feuille. Pas en dessous de la table, derrière la feuille. Et puis de là, j'aurais pu peut-être passer derrière le disque argenté de la lune. C'est pas un mot que je dis là. Hein. Les épreuves, les mêmes grandes feuilles qui vont suivre derrière. Ça ne sera pas la passion, ça ne sera pas l'autoportrait. Mes premiers très grands formats, parce que c'est devenu beaucoup plus grand que ça. J'en mettais 2 d'un coup, l'une à côté de l'autre. Ça me préparait sûrement à ce qui allait suivre. Mon journal, il grossissait par la durée demandée pour chaque dessin, parce que je considérais ça comme étant un journal de dessin. Et le besoin de noter dans le détail, sur mes petites feuilles, j'étais plein de petites feuilles, tout ce qu'il portait, le traçait, me jetait même hors de moi. Un jour, j'ai sorti 3 feuilles. L'une à côté de l'autre, je les ai mises. Cécile est arrivée. Tiens, comme c'est bien d'avoir mis 3 feuilles. Oh, ben, je dis c'est un hasard, je croyais en avoir sorti 2. Et puis il y en avait une 3e qui était avec elle. Mais tu sais, ça ferait de grands triptyques, ça. Triptyque, c'est religieux. Et alors? Ah oui. La grande surface que ça faisait, parce que j'avais sorti 3, puis quelques temps après, j'en avais mis 4. Les feuilles soudées entre elles, si on peut dire soudées. Ça me donnait une dimension totalement inhabituelle. Ça me faisait passer cette sorte de misère de l'incalculable durée, là où j'aurais développé en fait le pire de moi-même. Pas le pire mauvais, le pire déchiré. Par petites ruptures, je reprenais ici ou là. J'étais obligé entre 2 grandes feuilles de faire un tout petit format. J'étais obligé, mais j'ai senti très vite que je m'épuisais, qu'il y avait là une sorte de faiblesse, que je vidangeais, pourtant c'était petit. Quelque chose d'essentiel qui devait être réservé seulement dans le grand. Là où la durée était la plus faible, bien sûr, bien plus faible, je perdais quelque chose. Pour un petit dessin, le tour s'est fait en 1 journée, 2 journées. J'avais le sentiment que je n'avais rien dit, mais que si c'était bien arrangé, dans un tel espace, ça tenait. Or, j'y voyais une facilité à ce moment-là. Dans un grand dessin, si comme j'en ai besoin, on ne change pas la nécessité du détail, si on reste là, très tendu, hyper tendu, prêt à rompre, à l'affût, aux aguets, sans reculade devant la grande fatigue, parce que tout ça, ça vous saisit, on acquiert la conviction d'être à la fois en dessin, en action ininterrompue, une sorte de psalmodie, de grandes prières qui vont me mener jusqu'à... Et là, je suis vraiment la première fois tombé. C'est ma fin que j'ai mise en route. Seulement, voilà, on passe 3 mois, 4 mois sur une si grande surface, en ouvrant, en poussant, en exigeant tout le temps de soi, la mise en exécution, en condition, une sorte de prisonnier qu'on est devenu, de véritable esclave. De ça, j'étais désireux. C'était la condition pour moi positive, parce que négative, parce qu'elle niait l'homme qui, de toute façon, a toujours un désir de je. Seulement, elle le niait sans m'humilier, en exigeant de moi que je réalise vraiment mon contrat. J'étais à 2 doigts d'avoir trouvé la règle, qui seule permet de s'approcher le plus près
De quoi? Difficile. J'ai un ami qui a dit une fois, c'est le no man's land. Oui, c'est possible. Là où, s'absentant de lui, le dessinateur, alors là vraiment, sûrement, il devient le dessin. Mais là, je suis retombé dans quelque chose. On a bien compris que je n'ai jamais été en paix. Et pourtant, il y a des moments de sérénité. Comment est-ce que je peux dire ça? Je peux dire ça, oui. Il n'y a que moi même pour dire ça. Mais là-haut, dans cette maison, dans le Cousin, ça devait être vers 1980, je sais pas, 82, 83. Voilà, je commençais les grands triptyques. Quelque chose craquait quoi en moi. Ça me reprenait, ça se fendillait. Je n'étais pas maître de moi. Au fond, ça n'allait bien, mais moi je savais que ça n'allait pas bien. Mais ça n'allait bien que quand j'étais à mon dessin et que ma main avançait. Ça a été ça toute ma vie, jusqu'à 83. Et même en 94, ça reste ça. Ça va être ça jusqu'au bout. Si je meurs l'année prochaine, j'en ai encore pour un an à faire ça. Alors j'avais réussi à me passer des pilules, oui, des traitements. J'avais plus rien. Moi, j'avais plus rien. Quand je regardais par la fenêtre, quelquefois, je le voyais passer. Et je me cachais, je tirais le volet, je tirais le rideau. Le double rôdait toujours partout. Les grands dessins, même si la patience était pour moi non seulement d'une absolue nécessité, mais jouait un peu le rôle par moment d'un obstructeur, d'un calmant, même si elle élevait comme des écluses. La patience ne pouvait pas jouer le rôle complet. Lui, il était là. Et j'ai commencé à dégringoler. Mais à dégringoler de façon assez vertigineuse. Très vite, je suis arrivé. Quand on est un peu plus vieux, il peut se passer deux choses. Ou bien tout ce qui a été comme ça, désaxé, déréglé dans la jeunesse, on peut dire se calme. Il est toujours là, mais il se calme. On peut se mettre la main sur l'épaule et dire écoute, arrête. Et quelquefois ça marche. Ou bien, quand on avance dans l'âge, c'est resté d'une vigueur telle que quand il surgit, il fait ce qu'il veut encore, comme si on avait 20 ans, 30 ans. Je ne suis pas sûr de dire que moi, ça s'est présenté exactement comme ça, mais il est sûr que ça m'a repris que je voulais me tuer. Je voulais. Et pourquoi je ne me serais pas tué? J'en avais marre. Si c'était pour vivre comme ça, je fais, je termine, je recommence, et à un moment donné, j'ai encore ce désir-là en moi. C'est que j'ai raté. Si j'ai raté, il faut aller jusqu'au bout. Je regardais souvent dehors. Je la vois, ma petite fenêtre là-haut. Il y avait le grand atelier avec 3 grandes fenêtres. À la fin, je ne m'y plaisais plus. Mais la petite fenêtre, j'avais une petite fenêtre et puis une toute petite ouverture. C'est moi qui avais réouvert dans le mur une sorte de petite meurtrière. Enfin bon, il y avait des chevaux là. Ça permettait peut-être au cheval de regarder dehors, je ne sais pas. De voir le jour se lever, de ne pas être seul. Quand je regardais dehors, si je ne le voyais pas passer, lui qui me faisait signe de venir et de le suivre, mais il me faisait suivre. C'était vraiment le coup de tête. Viens. Je l'aurais suivi, j'aurais pris mon arme. J'ai 2 armes à la maison. C'est stupide. J'ai toujours eu besoin. J'ai même pas que ça.
J'ai des tubes de cachet qui devraient être si redoutables que si je les avais pris, ça aurait été vite fait. Je les ai toujours. Je ne peux pas me passer de leur présence. Seulement, ça me retient, j'en suis certain. Alors, je regardais dehors. Et puis est arrivé un jour, un soir, un matin, je ne sais pas. Cécile, elle voyait bien que ça n'allait pas. Puis elle avait son propre chemin à ce moment-là. Elle était en train de finir quelque chose. Elle écrivait. Elle était plus aspirée par ça que par moi en bas qui comprimait quand même. Je comprimais, je cachais, ça ne se voyait pas. Je dissimulais bien, peut-être. Ou bien elle aussi, elle pouvait avoir besoin d'espace. C'est pas impossible, ça. Le fait est qu'un soir, je lui ai dit, Cécile, je ne passerai pas un deuxième hiver ici. Elle m'a dit pourquoi. J'ai dit parce que je me tuerais. Je crois que je réalise, c'est vrai, j'ai besoin de l'isolement. Mais l'isolement en moi, ce n'est pas l'isolement autour de moi. L'isolement autour de moi, il ne me sert à rien. Au contraire, il accentue ce que je porte, ce que je ressens, ce que je pousse devant moi. Quand je regarde dehors et que je vois tous les arbres, là, il n'y a pas de feuilles, il fait gris, les nuages passent très bas. Il va bientôt faire nuit, il va pleuvoir. Dans la nuit, j'entendrai la chouette. Demain matin, il fera froid. Quand on parlera dehors, on aura la buée qui sortira de nos bouches. Tout est réuni pour se tuer. Tout. Ça a dû la secouer. Ça voulait dire que si on allait jusqu'au bout de ce que je semblais demander, et c'était pas je semblais, c'était je le demandais, si c'était jusqu'au bout, ça voulait dire qu'on partait, on ne savait pas où aller. Et ça voulait dire aussi qu'elle, elle abandonnait ce qu'elle avait et ce à quoi elle tenait beaucoup, beaucoup. Elle l'avait tellement dit. Je le savais. C'est-à-dire à son jardin, à cette étendue silencieuse autour de la maison et on peut dire la solitaire. Alors elle a bien essayé de me dire, mais c'est toi quand tu as vu cette maison qui a dit ça me plaît, on peut s'y mettre. J'ai pas dit non, c'est pas vrai, j'ai dit ouais, c'est vrai, c'est moi. Et aujourd'hui je dis non, ça ne me va pas. C'était la première fois que je disais ça. On avait habité à Paris, on avait habité à Corcelles, on avait habité à la Cour. Là je le disais, là je sentais la menace. En même temps que je lui parlais, elle ne pouvait pas le voir. Mais il passait là devant, dans la cour. Ouais. Je le voyais de plus en plus souvent, le double. Il ne se gênait plus. Et il était sur le point de gagner. Ça pouvait faire penser un peu au Faust. À un moment donné, on abandonne. Et elle a, quelques mois après, elle a admis que l'on pourrait, en un premier temps, essayer de trouver quelque chose quelque part qui serait Lanka. C'était possible. Alors on l'a trouvé quelque part. Et puis, bon, ça s'est précipité. Il y a eu Lanka, on l'a fait un peu arranger. C'était bien. Moi, je ne savais pas. Elle, ça lui plaisait. Alors c'était. Mais ça lui plaisait pas pour tout de suite. Et puis c'est allé plus vite que prévu. On a eu un accident là-haut, dans la maison, au cousin. Les chiennes auraient pu être tuées. Auraient pu. Donc elles allaient peut-être se faire tuer. On ne se sentait plus chez soi là-haut. Pas à cause du projet possible et futur,
mais par ce qui s'y passait. Elle a été une fois malade et j'ai appelé le médecin le matin à 8 heures et il est arrivé le soir à minuit. On s'est rendu à toutes ces causes, à toutes ces évidences. Et on a rappliqué à la Châtre. Voilà comment ça s'est fait. Et à la Châtre, depuis, depuis, je travaille beaucoup. Comme je n'ai jamais travaillé. Et à la Châtre, où je n'ai fait aucune rencontre, je n'ai aucun contact, Cécile non plus, où l'on vit comme quand on était au Cousin, c'est-à-dire pire encore. Là-haut, on avait 3 fermes autour. On ne se voyait pas souvent. Mais ici, il y a 1000 maisons. C'est plus solitaire que là-bas. Mais c'est le miracle. Une ville, c'est une ville en soi. C'est pas seulement les hommes qui la font. Les hommes la font. Bon, ici, les hommes ne nous plaisent pas. Mais les maisons nous plaisent. Les places, les ruelles nous plaisent. Cette petite ville n'a pas toujours été comme elle est maintenant. Ici, je me suis installé dans mes 2 pièces. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas recommencer maintenant. Il y a une pièce qui donne sur la rue. De l'autre côté de la rue, j'ai une assez belle maison. Du 17e, bien. Sur l'arrière, au jardin, là, il y a une grande étendue. Je peux voir les arbres qui se trouvent sur la place de l'Abbaye, juste avant la grande descente vers l'Indre. Mes 2 pièces communiquent l'une l'autre. Dans l'une, j'ai un rangement pour tous mes dessins et aussi pour les feuilles de papier sur lesquelles je travaille. J'y ai mes livres, les livres que j'ai gardés, les livres de dessin, j'en ai gardé quelques-uns. J'ai un placard avec mes outils pour bricoler. J'ai une très grande table sur laquelle j'étale le dessin quand le dessin est grand, quand j'ai besoin d'avoir une vue différente. J'ai une bibliothèque, mais j'ai peu de livres dedans. J'ai une petite bibliothèque dedans. Des livres que j'aime sentir là près de moi. Je suis moins souvent dans cette grande pièce que dans celle d'à côté. Donc je ne suis pas souvent, 2-3 jours par semaine, enfin, mais c'est pas par semaine que ça se passe. Le reste du temps, je suis dans la pièce plus petite, côté jardin. Dans celle-là, oui, j'ai beaucoup de livres là. J'ai beaucoup de livres que quelquefois je les sors, je les feuillette, je regarde. Ça dépend. Il m'arrive d'être triste en les regardant. Il m'arrive de rester un bon moment, de m'allonger. J'ai un petit divan. J'ai une table plus petite. Mais je peux déplier un double feuille. J'ai toutes mes aquarelles, tous mes crayons aquarelles, mes encres. Tout se trouve dans cette pièce plus petite, qu'on appelle le petit atelier. Au mur, j'ai davantage de choses. J'ai aussi des objets. J'ai besoin de la présence des objets magiques, sans doute, ouais, qui viennent de loin, dont je ne connais pas l'histoire, mais dont je devine la puissance. Je suis émerveillé de voir avec quoi ils ont pu faire ça. Pour moi, ce sont des objets radieux et irradiants. J'y ai aussi ma musique, là. J'ai des disques, des compacts, des cassettes, des disques noirs. J'ai parfois grand besoin de musique. J'arrête de dessiner, je pose le crayon, je reçois. J'ai mes préférences. Dans mes préférences, il y a Bach, la messe en si. Ça, je suis fou. L'art de la fugue, ça aussi.
les pièces pour violoncelle seul et pour violon seul. C'est un peu les mêmes. J'aime beaucoup. Ça me fait trembler. Par moments, ça m'arrache quelque chose. C'est des larmes. Ouais. Par la fenêtre de ce petit atelier, je peux regarder... j'ai une vue plus dégagée, je l'ai déjà dit, mais je peux regarder les tourterelles, les corbeaux, les corneilles, les moineaux, les merles. Ça en est plein. Dans notre petit, tout petit jardin où il y a quelques arbres, c'est la fête, la folie, là. Ils me connaissent, ils ne se sauvent pas. Ils se mettent quelquefois au bord, là, du mur. Ils me voient les regarder, ils me regardent. C'est de là que j'ai vu arriver le corbeau, Crocro, blessé. C'est de là que j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, la petite corneille, toute jeune, qui était tombée d'un nid, qui avait assez d'ailes pour pouvoir descendre, mais qui n'en avait pas assez pour pouvoir monter. Elle pouvait planer, mais elle ne pouvait pas s'appuyer. Et dont les parents l'avaient aidée en la conduisant dans l'air et en faisant croix, 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 croix. La conduisant près du prunier. Le prunier avait un tronc d'à peu près 2 mètres de haut, puis après il y avait des branches en fourche qui montaient. Et ils l'ont incité à ne pas rester par terre, passer la nuit. Ils ne pouvaient pas la prendre. Ils ne peuvent pas transporter un de leurs petits comme ça. Trop gros déjà. Et après s'y est essayé 3 ou 4 fois, Cécile regardait ça de la fenêtre et me faisait le reportage. Elle me disait, oh, si tu pouvais venir voir. Non, je lui dis, je préfère t'entendre. Je vois et c'est mieux. Et le petit, pas bébé, mais le petit adolescent, avec ses griffes aux pattes, il est monté d'1 mètre, pouf, il est retombé. Il est remonté encore 1,50 m, pouf, il est retombé. Au 3e essai, il est arrivé aux fourches des branches. Et là, il s'est niché. Là, pépère, il peut passer la nuit. Un chat ne viendra pas. Non. Et les corbeaux qui l'avaient encouragé, c'était le père et la mère. Ils sont partis. Le lendemain matin, à 5 h, Cécile, elle me dit, oh, il faut qu'on aille voir si le petit, il est toujours là. On s'est levé, on a regardé. Non seulement le petit, il était encore dans la fourche de l'arbre, du prunier, mais les parents, ils étaient au-dessus. Ils attendaient. Et ils ont attendu. Il est allé par terre. Puis dans la journée, il avait repris tous ses esprits et en même temps sa force. On ne l'a pas vu partir, mais on l'a vu revenir quelques jours après, accompagné par le père et la mère, sans aucun doute. Ils étaient 3, alors j'ai toujours dit, il y a l'oncle. Moi, je pense toujours à mon oncle. Et il était intrépide. Il a fait beaucoup de conneries, ce petit-là, mais les vieux ne l'ont pas lâché. Et maintenant, ça va faire 1 an, peut-être, que c'est arrivé. Il continue à venir à la maison, seulement lui, il est devenu un petit chef. Il a la casquette sur l'œil, hein. Mais le père et la mère, ils viennent picorer près des tourterelles, des grains de blé. Et lui, le petit, il vient, mais c'est plus fort que lui. Il faut qu'il fasse le pitre. Il est toujours en train de se bagarrer, de frôler les murs en volant à toute vitesse. C'est l'intrépide et c'est sans doute la raison pour laquelle le père, la mère et l'oncle, parce qu'ils sont toujours là, tous les 3. Ça pourrait être le père, la mère et la grand-mère. Hein. Ils ne l'ont pas lâché d'une semelle. Il est con parce que s'il faisait un peu moins l'intrépide devant eux, il y a longtemps qu'il aurait son indépendance. Il est, comme j'ai dit à Cécile, il est arrivé à l'âge de se marier puis de créer une famille, ce petit-là.